bientôt arriver. Je vais commencer par présenter les autres camarades. Nous avons, juste à ma droite, Arnaud Laroche. Vous êtes Artificial Intelligence Leader Europe pour EY, donc vous êtes notre consultant. On a toujours un consultant dans chacune des tables rondes, ça nous permet d'avoir la perspective sur chacun des sujets. Juste à votre droite, nous avons Sébastien Brun d'Enedis. Vous êtes chef de projet Linky Réseau. Linky Réseau, vous connaissez Linky, c'est le fameux appareil qui crée des fantasmes chez des gens qui se rendent compte que ce petit objet nous fait des trucs bizarres alors qu'il est complètement inerte. Vous nous raconterez tout ça. Et surtout, vous allez nous raconter comment justement le RPA chez Enedis a permis d'imaginer ces fameux scénarios complètement inattendus dont on vous parle depuis tout à l'heure. Juste à votre droite, il y a Laurent Julliard de Google. Vous êtes un expert technique et vous intervenez notamment sur toutes les directions technologiques du cloud. Donc on va parler des briques technologiques avec vous. Et à votre droite, nous avons Eric Aubert d'Oracle. Bonjour. Vous êtes architecte pour les solutions cloud d'Oracle et vous travaillez depuis 10 ans sur tout ce qui touche justement à l'automatisation des processus. Et il nous parlera d'un sujet qui est vraiment essentiel, c'est que le RPA doit s'intégrer aux autres technologies d'administration, d'orchestration de processus de l'entreprise. Et c'est l'étape d'après, justement, quand on commence à utiliser l'intelligence artificielle et la mettre au service du RPA. Alors justement, je vais peut-être commencer par une question ouverte à tous. Qu'est-ce que la complémentarité intelligence artificielle et RPA peut apporter? Qui veut se lancer? Jean Julliard, on vous écoute. On va commencer en bas du stack technologique. Oui, allons-y, commençons par les briques de base et on remontera sur la partie stratégique après. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de présenter Google. On se focalise énormément sur toutes les formes de machine learning, dite intelligence artificielle, je préfère utiliser le terme machine learning, qui vont en fait rendre possible l'interaction avec les acteurs humains, vous et moi. Et je pense qu'on a une formidable chance parce que je pense que l'informatique a énormément automatisé de choses au cours des 30 ou 40 dernières années et a probablement déshumanisé les choses d'une certaine façon. Et avec le machine learning et l'intelligence artificielle, on va pouvoir retrouver une forme d'interaction avec l'ordinateur et la machine qui correspond beaucoup plus à la façon dont vous et moi interagissons au quotidien. La parole, la synthèse d'images, l'interprétation de scènes, d'images, etc. Donc vraiment des technologies qui vont nous prolonger, nous augmenter, nous, en tant qu'opérateurs humains. Donc, Arnaud Laroche, c'est quoi l'idée? C'est qu'au lieu de se contenter de faire juste bouger la souris et cliquer sur un écran, on peut aller beaucoup plus loin. C'est ça, si je comprends bien. Oui, peut-être pour rebondir et compléter là, ce qui vient d'être dit, si on regarde l'être humain que nous sommes tous et nos principales fonctions cognitives, la première d'entre elles, enfin la première, importante, c'est notre capacité à apprendre. La seconde, c'est notre capacité à exécuter rapidement et avec un certain niveau de précision, y compris des tâches complexes. Une autre, c'est notre capacité à transférer du savoir, à enseigner. Une autre encore, notre capacité à être empathique et à s'engager naturellement dans la conversation, physiquement. Et puis notre capacité à être original. L'intelligence artificielle, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, elle est très forte dans deux de ces dimensions. Sa capacité à apprendre, et notamment grâce au machine learning, et sa capacité à exécuter avec extrêmement de rapidité et aussi beaucoup de précision. Et le couplage de l'intelligence artificielle et de la robotique, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on rapproche les jambes, le corps et la tête pour que tout ça ne forme qu'une unité, pas un être Frankenstein, mais un véritable humain qui sait à la fois penser et agir dans le même temps. Et c'est le sens de ce qui est en train de se passer autour de la robotique et de son couplage avec l'intelligence artificielle que de lui permettre d'exécuter des tâches qui sont de moins en moins mécanistes, mais de plus en plus intelligentes et contextualisées. Donc de ne pas toujours faire le même geste, mais d'adapter le geste au contenu, au contexte, à la facture qu'on a sous les yeux, à l'interaction qu'on a avec le client, qu'on a en face de soi. Et ça ouvre donc la porte et des perspectives à des cas d'usage extrêmement variés et de plus en plus humains en réalité. On va justement les décliner, ces fameux cas d'usage variés. On commence avec vous, Enedis. Justement, est-ce que vous avez utilisé de l'intelligence artificielle en conjonction avec du RPA? On s'est servi de la solution de RPA que nous avons installée dans le cadre d'une expérimentation pour effectivement observer le process de nos opérateurs en centre appel dépannage pour collecter un certain nombre de données. Et alors que l'expérimentation pour laquelle nous utilisons du RPA
vise à diagnostiquer des incidents basse tension. En fait, on s'est aussi servi de cet XP pour essayer d'apprendre à prendre connaissance de façon automatique des incidents basse tension, mieux détecter les incidents. Alors pour ceux qui ne comprennent pas l'électricité, il y a la haute tension et la basse tension. Là, on parle de ce qui se passe chez les gens. Hein. C'est pas les gros pylônes qui vont alimenter les usines. Hein. C'est le courant qui arrive chez soi. Alors justement, on ne sait pas détecter les pannes individuelles. On sait détecter les pannes, les grosses pannes dans les usines. On ne sait pas détecter les pannes qu'il y a, par exemple, chez moi. Absolument. Et donc, vous avez utilisé le RPA et des outils d'IA, d'intelligence artificielle, pour justement permettre de détecter les pannes chez les gens. C'est l'idée. On a un premier outil qui nous permet, alors qui lui vient avec nos compteurs Linky, qui nous permet de, en interrogeant un compteur à distance, de mieux diagnostiquer une panne. On s'est servi du RPA dans le cadre des pannes pour ne pas interroger un seul, mais une flopée de compteurs, afin de pouvoir essayer de mieux diagnostiquer la panne et pas seulement la panne chez le client, mais la panne globale sur le secteur. Et tout ce qu'on peut collecter comme observation d'ordre électrique dans le cadre de cette expérimentation vient alimenter des études qui vont nous permettre demain de développer d'autres services de détection automatique de panne. C'est bien l'ambition. Oui, donc c'est ça l'idée. Grosso modo, le compteur Linky, au départ, c'est surtout pour faire du télé-relevé. C'est à ça que ça sert. C'est le cas de... Mais du coup, avec le RPA, vous l'utilisez également, je parle sur votre contrôle, pour éventuellement détecter des pannes. On interroge des compteurs et quand quelqu'un a un incident, peut-être que c'est le quartier, peut-être que c'est juste lui, peut-être qu'il y a un problème physiquement sur cette personne. Et c'est des choses que vous êtes capable de détecter justement avec le RPA et l'IA. Scénario intéressant. On passe à votre droite justement avec Laurent Julliard. Quel autre scénario on peut imaginer justement quand on arrive à maîtriser ce couple intelligence artificielle et RPA? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de technologie fondatrice. Ça, c'est vraiment le premier niveau de technologie qu'on fournit aujourd'hui chez Google. Au-dessus de ces technologies fondatrices dont on a impérativement besoin, donc là je parle de la reconnaissance de la voix, de la reconnaissance du langage naturel, de la synthèse de la voix pour être capable de vous parler en retour. Au-dessus de ça, on est capable aujourd'hui de bâtir des solutions spécialisées, comme par exemple pour les centres d'appel. Oui, par exemple, qu'est-ce qu'on peut offrir au centre d'appel ? Typiquement, c'est non seulement être capable de commencer la conversation avec le client qui vous appelle avant qu'un opérateur ne prenne la ligne derrière, mais ensuite, lorsque l'opérateur est en discussion avec le client, l'intelligence continue à travailler, à transcrire en temps réel la conversation qui est en train de se dérouler entre le client et l'opérateur et aller chercher en temps réel dans vos systèmes d'information les informations pertinentes pour la discussion qui est en train de se dérouler. Ça peut être... Enedis, c'est opine du chef, parce que c'est ça, souvent on est obligé de meubler parce qu'on est obligé de chercher des informations. Exactement. À côté, c'est ça ? Ou alors je vous mets en suspens pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, jusqu'à ce que je trouve les informations pertinentes. Donc gain de temps, et puis surtout, côté relation client, une bien meilleure prestation. Alors, il y a un autre scénario qui intéresse quasiment tout le monde. Hein. On a tous trop de mails, on a tous du mal à arriver au bout de la pile des mails. Est-ce que justement, en utilisant cette capacité, cette cognition dont vous parliez tout à l'heure, de comprendre ce qui se passe dans les mails, il y a des scénarios qu'on peut imaginer ? Oui, c'est tout à fait... donc ça s'appuie sur l'autre brique technologique dont je parlais tout à l'heure, qui est la compréhension du langage naturel. Et dans vos services clients, j'imagine que vous recevez des mails. Idéalement, vous souhaitez monitorer ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi pour savoir ce qu'on dit de votre société sur les réseaux sociaux. Sachez qu'aujourd'hui, on a toutes les technologies nécessaires pour surveiller ces flux de texte, faire de l'analyse de sentiments, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi aller beaucoup plus loin. Éventuellement, router des mails vers les départements qui sont concernés de façon automatique pour pouvoir réagir très rapidement. Je cite l'exemple d'un client avec lequel on travaille en Angleterre qui s'appelle Ocado, qui est un grand de la distribution. Même en France, il est aussi. Même en France aussi, mais c'est une société qui est originaire de UK. Et qui a en fait utilisé cette technologie pour prioriser les messages qui arrivent à son centre de relations clients. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il regarde ? C'est-à-dire, quels sont les messages qui, parmi les 10 000 que je reçois par jour, parce que c'est le volume à traiter chaque jour, quels sont ceux qui nécessitent une intervention immédiate ? Oui. Et donc, avant, la méthode, c'était, je prends les 10 000 et puis je les regarde tous. Et, à la main. À la main, exactement. Oui. Aujourd'hui, 98% de reconnaissance des messages prioritaires, temps de réponse aux clients prioritaires divisé par 10.
Oui, donc ça, on voit tout de C'est suite simple. l'intérêt. Éric Aubert, justement, je voulais voir avec vous. Parfois, on ne peut pas tout automatiser. Parfois, il y a on est obligé de basculer à l'étape humaine parce que malgré la qualité des yeux et la qualité de la reconnaissance, parfois, il y a des choses qui sont un peu trop subtiles pour nos camarades robots et pour notre intelligence artificielle. Et dans ce cas-là, il faut basculer sur un humain. Et vous préconisez quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il faut voir ça de façon globale. Vous êtes un spécialiste de l'automatisation de processus. Ça s'appelait BPI. BPA. Business Process Monitoring, BPA, Exactement, il y en a eu plein, des BP quelque chose, il y en a eu plein. Et justement, pour vous, c'est une brique, mais qui doit s'intégrer à toutes les autres briques et parfois même humaines. Tout à fait. Je serais tenté de parler ça a été évoqué précédemment, d'intelligence collective des automates, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de technologies, on en a évoqué, le robot en est une, qui permettent d'automatiser un certain nombre de tâches. Et on doit faire collaborer toutes ces automates, toutes ces intelligences, et à un moment donné, il y a une intelligence supplémentaire qui doit s'ajouter, c'est celle de l'humain. C'est-à-dire que dans le déroulement d'un process, un robot doit être capable de détecter qu'il y a une décision qui doit être prise par un acteur humain, et à ce moment-là, cet acteur humain, il va rentrer en scène. Et l'intelligence artificielle, on va pouvoir lui apporter des assistants avec le machine learning après avoir entraîné toutes les occurrences des processus pour le recommander, l'aider dans ses actions. Par exemple, lui dire, voilà, sur un dossier de ce type-là, dans 80% des cas, voilà les décisions qui ont été prises pour conduire à ce résultat. Ça ne veut pas dire que je t'impose de prendre cette décision, mais je suis là en tant que digital assistant pour t'aider à faire, toi, ton travail d'humain. Oui. Donc, on a évoqué tout à l'heure, c'est cette intelligence collective faite à base d'automates et d'humains, voire même d'humains augmentés, qui nous paraît être nécessaire pour traiter la globalité du process. En fait. Oui, je vous en prie. Ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Il ne faut pas opposer à IA, machine learning, robotisation, tel qu'on en parle aujourd'hui, avec l'humain. Je pense que faut voir ça comme une prolongation de nos facultés. L'humain augmenté. D'un humain augmenté. D'accord. Donc la base, c'est l'humain, mais l'humain qui fait plus de choses et qui est aidé dans son rapport à l'information. Ah non, Laroche, justement, c'est un concept qui vous plaît bien, parce que vous parliez tout à l'heure d'apprentissage, et justement, il y a cette idée que les humains deviennent des bot trainers, comme vous les appelez certainement, de cette idée d'apprendre et d'apprendre au RPA, quelque part. Mais, oui, et pour rebondir là sur ce qui vient d'être dit, effectivement, on peut, et de fait on le fait, utiliser l'intelligence artificielle pour aider l'humain dans ses décisions, mettant à disposition des informations qui vont lui permettre d'être plus efficace, voire même d'automatiser certains de ses gestes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'internaliser la valeur de l'humain par l'intelligence artificielle pour lui permettre de se concentrer sur d'autres choses. Et comment on fait ça ? L'intelligence artificielle, sa force, c'est l'algorithmique, bien sûr, mais c'est aussi toutes les données avec lesquelles on l'a entraîné, parce que c'est ça qui en fait la valeur, qui fait sa capacité à faire des choses complexes. Et aujourd'hui, ce qu'on voit se développer, c'est évidemment la robotique qui automatise les gestes qu'on sait opérer. Et puis quand on ne sait pas le faire, on découple vers l'humain, et avec derrière une intelligence artificielle qui apprend de l'humain, qui apprend de ce que font les humains dans des situations que l'intelligence artificielle n'a jamais connues. Et c'est pas un humain, c'est 1, 2, 3, 10, c'est la valeur de l'entreprise qui progressivement est incorporée par l'intelligence artificielle pour permettre, couplé à la robotique, d'exécuter des choses de plus en plus complexes qui sont en fait le savoir de l'entreprise elle-même. Et en cela, les humains deviennent effectivement, peuvent devenir des bot traders, et ce faisant, déléguer à l'intelligence artificielle des tâches de plus en plus complexes pour se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Alors évidemment, on peut dire que ça fait peur, c'est le remplacement de l'humain par la machine, mais raisonner comme ça, c'est raisonner en se disant qu'il y a des limites. L'humain a toujours su inventer et dépasser des frontières par rapport aux outils qui lui étaient donnés pour le faire. Et aujourd'hui, on va vers ça. On parle de tâches rébarbatives, là. On ne parle pas de créativité, Alors, on ne parle pas d'empathie, on ne parle pas de tout ça. On ne parle pas d'empathie, on ne parle pas d'originalité, même si on voit l'intelligence artificielle créer des œuvres qui sont soi-disant des œuvres d'art, mais qui en fait sont une forme de répétition de patterns observés dans le passé. Non, on parle de gestes, mais qui ne sont pas que des gestes rébarbatifs, qui deviennent des gestes de plus en plus intelligents, empreints de l'intelligence humaine. Mais c'est pas grave. Il y a des gestes intelligents qui sont rébarbatifs. L'humain mettra son intelligence au service d'autres tâches qu'il inventera. Sébastien, justement, vous voyez être d'accord avec cette idée de la valeur qui reste dans l'entreprise et d'utiliser la valeur de l'entreprise avec ces outils. Je trouve effectivement le propos très intéressant et pour deux raisons. D'une part, si je reprends l'expérimentation qu'on mène avec nos centres appels dépannage,
Il faut bien comprendre qu'on a des clients fâchés qui appellent justement parce qu'ils ont une coupure. Donc, un opérateur qui doit déjà tenir une conversation téléphonique, qui n'est pas facile. Donc, le fait de pouvoir déléguer une partie de ses tâches, ça lui permet quand même vraiment de se recentrer humain sur sa relation client. Et alors là, effectivement, cette part d'empathie, c'est vraiment sa première plus-value. Donc, c'est très intéressant de pouvoir le recentrer là-dessus. Et puis je crois aussi, quand vous parlez un petit peu d'apprentissage supervisé, que c'est la porte ouverte à une nouvelle approche qui peut consister à se dire, parfois dans un certain nombre d'entreprises, ben non, nous n'avons pas la science infuse, on peut designer de nouvelles solutions depuis un bureau d'études, depuis un open space entre ingénieurs, mais il y a aussi une autre approche qui consiste à se dire, on ne va pas essayer de designer la solution avec notre expertise entre ingénieurs. On va demander effectivement à une IA d'observer le comportement des humains. Oui. Ceux qui font, ceux qui fabriquent. Ceux qui font, ceux qui fabriquent, comment ça se passe en réalité. C'est un moyen de peut-être mieux capter réellement les pratiques terrain et on est parfois surpris. Alors, il y a une certaine étape de remise en question initiale, mais en fin de compte, c'est un moyen d'entraîner et d'implémenter au plus proche des pratiques terrain réel. Et si je reprends l'exemple de nos opérateurs CAD, CAD, qu'est-ce que c'est ? Centre appel déballage, excusez-moi. Loin de la crainte de voir le robot leur piquer leur travail, les premiers retours qu'on a dès aujourd'hui nous disent, mais effectivement, eux, ils voient un intérêt, parce qu'à la fin de la journée, enfin, leur journée est déjà bien plus facile, ils peuvent se rentrer dessus, et on parle de productivité, mais plaisir et productivité sont très liés, je pense. Et ça, c'est très important, on l'a vu depuis tout à l'heure, si on n'embarque pas les utilisateurs derrière, ça ne marche pas. Et là, quand on embarque les utilisateurs, ils en redemandent. Et un autre intérêt, un autre avantage à mélanger intelligence artificielle et RPA, bah, c'est que l'entreprise peut créer de nouveaux business models. Vous avez un exemple, Laurent Julliard ? Oui, alors c'est un exemple que j'affectionne particulièrement. D'abord parce qu'il est né dans une entreprise où on ne s'attendrait absolument pas à trouver de l'intelligence artificielle. Donc il s'agit d'une entreprise qui est leader mondial dans son domaine, qui fabrique des charnières. Oui, c'est glamour. Il est très probable. C'est très glamour. C'est très glamour. Mais c'est essentiel, sinon on nous fait la porte. Et il est très probable que vous en ayez d'ailleurs dans un quelconque de vos meubles chez vous. Qu'est-ce qu'il a fait, ce fabricant de charnières ? Et donc, cet acteur qui existe depuis près d'un siècle maintenant, donc ça remonte pas à hier, a un problème récurrent. Donc c'est un travail en modèle B2B essentiellement. Donc fournit des charnières à des professionnels, des installateurs, des mainteneurs, etc. Des sociétés qui vendent de l'ameublement. Et ils ont un gros problème, c'est que quand il y a une charnière à remplacer, trouver la charnière correspondante dans le catalogue des charnières qui doit comprendre des centaines, voire des milliers de références, c'est un pur cauchemar. Donc typiquement, un échange va s'étaler sur plusieurs jours, avec 10 minutes passées à chaque fois au téléphone pour dire non, c'est pas celle-là, c'est une autre, etc., etc. Vous imaginez le cauchemar. Donc on s'est approché de cette société et on leur a proposé en fait en machine learning de prendre leur catalogue d'images de charnières, parce qu'évidemment ils ont des catalogues, et d'apprendre à partir de ces photos à quoi ressemblent les charnières. Résultat des courses, un modèle de machine learning qui donne à 98% de taux de reconnaissance la charnière que vous prenez en photo avec un simple smartphone, hein, c'est aussi simple que ça. Prenez en photo avec un smartphone, vous envoyez l'image, le modèle vous dit c'est telle référence. Oui. Dans 98% des cas. Et donc du coup, avec ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette société qui ne faisait que du B2B s'est dit mais c'est tellement facile maintenant de reconnaître un modèle de référence que je vais peut-être faire du B2C. Donc voilà, le RPA, ça peut aussi mener à ça. Ça peut aussi vous amener à considérer des business models différents que vous n'auriez même pas envisagé avant parce que trop difficile, trop éloigné de votre métier initial. Éric Aubert, justement, je voudrais qu'on revienne sur votre spécialité, un peu quelque part, cette intégration. Quelles sont les bonnes pratiques, justement, pour faire en sorte que l'humain, les différents processus de l'entreprise, enfin tout ce qui automatise dans l'entreprise, parce que les humains automatisent des fois des choses manuellement, pour que tout ça fonctionne bien. On parlait beaucoup de silos, on parlait d'éclater les silos, on parlait d'intelligence collective. Quelles sont les bonnes pratiques selon vous ? Les bonnes pratiques, comme le disait Laurent tout à l'heure, il ne faut pas opposer les différents composants que seraient les humains, les robots, les technologies plus anciennes, les différentes générations que l'on a. Donc une bonne pratique, c'est effectivement de partir du besoin métier, donc du besoin de l'entreprise, d'imaginer éventuellement un nouveau business model,
et d'assurer une intégration fluide sur la globalité. Tout à l'heure, on préconisait des démarches où on démarrait, c'est important de démarrer petit, mais il faut également avoir en perspective, on va démarrer petit, mais on va s'étendre. Oui. Donc il ne faut pas créer un silo supplémentaire. C'est-à-dire un danger, c'est de dire, bon, on ne veut pas retomber dans les silos, mais finalement, on va créer quelque chose qui va à son tour devenir un silo. Oui. Donc la bonne pratique, c'est vraiment l'ouverture, la collaboration entre les humains, les différentes technologies, les différents automates, toutes les capacités. Et ça, je pense, c'est pour avoir des process qu'on appelle des process de bout en bout, qui intègrent tout le flux de l'entreprise, en fait. Oui, oui. Et on peut retrouver, par exemple, dans des chaînes, on a évoqué SAP, il y a des logiciels chez Oracle, on a des parties de processus qui sont dans des systèmes progicialisés, on va en développer d'autres spécifiques à la maison, on va en robotiser d'autres. Il faut avoir la capacité à penser la globalité et les modes d'interaction. On ne peut pas faire table rase d'un seul coup de tout ce qui existe. Et donc, c'est rendre fluide en fait, la collaboration entre les acteurs de l'entreprise, voire les clients. Donc, plus de fluidité, même à l'extérieur de l'entreprise, penser à l'existant et l'intégrer. On peut créer de nouveaux modèles économiques, on peut utiliser les briques technologiques pour augmenter les capacités de ces robots. Et justement, on arrive à créer des scénarios complètement hallucinants qu'on n'imagine pas aujourd'hui. On récupère la valeur de l'entreprise, on profite de cette valeur d'entreprise pour développer de nouveaux produits. Et puis on arrive à ce que vous aimez beaucoup, c'est cette intelligence collective qui permettra d'être plus efficace. On vous remercie énormément, Arnaud Laroche, Sébastien Brun, Éric Aubert et Laurent Julliard.